Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. À la demande générale, aujourd'hui, on fait suite à un épisode que j'ai publié récemment où on explorait l'empreinte manufacturière automobile au Canada, plus particulièrement dans le sud de l'Ontario, et on regardait un peu en avant de quoi ça aurait l'air si des véhicules chinois électriques étaient permis d'être importés au Canada. Puis je vais montrer quelques modèles qui feraient un peu de sens. Vous irez voir cet épisode-là parce que c'est comme la partie 2. La partie 2, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va regarder du côté de l'Union européenne, puisqu'ils, eux aussi, ont une grosse industrie et il y a une gamme de véhicules électriques qui est offerte de la part de plusieurs constructeurs, majoritairement français. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va aller regarder du côté de chez Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen et une autre marque du groupe Volkswagen, Cupra. Je vais vous montrer des modèles que, de façon pragmatique, si ils pourraient être homologués au Canada, bien, ça vaudrait peut-être la peine de les avoir de notre côté de l'Atlantique. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans l'épisode. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, c'est assez simple. On veut regarder pour le marché canadien qu'est-ce qui est pragmatique et viable d'importer au Canada. Là, j'ai dit le mot importer, super important si vous avez cette question-là. Il n'y a pas de tarif à l'importation de véhicules neufs entre l'Union européenne et le Canada, puisque l'Union européenne et le Canada ont un accord de libre-échange et depuis, je pense, 2024, si j'ai bien lu mes notes, il n'y en a plus de tarif. Il y avait un tarif de 6 %, puis là, de façon graduelle, ils l'ont réduit. Donc, par exemple, un véhicule Volkswagen ou Audi importé de l'Allemagne, bien, il rentre au Canada, plus particulièrement à Halifax, sans tarif. Donc, ceci étant dit, dans un monde hypothétique où on pourrait homologuer des véhicules Renault, par exemple, bien, il n'y aurait pas de tarif. Il y aurait probablement un coût à ça, mais ça serait le coût de l'homologation du véhicule. Donc, ça, c'est super important de mentionner ça. Donc, côté homologation, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'homologation, dans le fond, c'est essentiellement le constructeur doit s'assurer que le véhicule va respecter certaines normes et standards au Canada. La norme canadienne pour les véhicules chez Transport Canada, c'est majoritairement inspiré du FMVSS, qui est le Federal Motor Highway Safety blablabla aux États-Unis. Essentiellement, le Canada et les États-Unis ont des normes très, très similaires. Il y a des petites nuances. Je n'irai pas dans le détail parce que je ne les connais pas tous, mais c'est pas mal analogue. Canada et États-Unis, c'est pas mal la même chose. Et l'enjeu est que un véhicule destiné seulement au marché européen ou outre-mer, en dehors de l'Amérique du Nord, bien, la plupart du temps, c'est très difficile de les homologuer. Pourquoi? Puisque les grosses différences entre les véhicules européens et nord-américains, et là, je parle vraiment des véhicules qui ne sont pas disponibles, pas un véhicule européen qu'on aurait ici, bien, les composants pour les phares, de la façon qu'on avertit les ceintures de sécurité si elles sont bouclées, certaines fonctions de sécurité, bien, il y a des différences qui sont minimes, mais d'un point de vue de design pour les véhicules, c'est majeur. La position des réflecteurs, la couleur des réflecteurs. Et ça fait souvent que les véhicules en Amérique du Nord ont des phares, des feux avant, des feux arrière qui sont complètement différents du modèle asiatique ou européen. Ça peut avoir l'air banal, mais pour la chaîne d'approvisionnement du constructeur, le développement, les tests, c'est plus compliqué. Puis ici, ce n'est pas une critique que nos normes ou celles européennes ne sont pas compatibles. Écoutez, c'est deux continents, puis ça a tout été fait en fonction que ces deux continents-là avaient des chaînes d'approvisionnement intégrées et des industries automobiles qui étaient protégées dans le temps aussi. Là, on ne voulait pas que les véhicules d'autres continents arrivent. Peu importe. Donc, c'est ça le gros enjeu, l'homologation. Hein. Je rappelle l'histoire que Kia Canada va emmener le fourgon électrique PV5 en 2026-2027 au Canada. Bien, ils font cavalier seul pour l'homologation puisque c'est un véhicule qui ne sera pas disponible aux États-Unis. Donc là, ils vont l'homologuer que pour le Canada et ça va être très onéreux, mais ils font pareil. Chapeau à Kia pour ça. Bien, la situation hypothétique que je vais vous présenter dans quelques instants, bien, c'est la même chose. Il va y avoir des coûts élevés pour un constructeur, par exemple Renault. OK, on va maintenant prendre un véhicule qui n'avait jamais été réfléchi pour l'Amérique du Nord, le Canada, par exemple, et là, il faut changer certains composants. Tout ça est possible, mais ça va toujours être une question de combien de véhicules, la demande de ce dit véhicule-là et le coût, hein, évidemment. Donc, c'est là la nuance. Je ne suis pas un expert en normes de sécurité automobile, puis je ne vais pas m'avancer là. Je veux juste vous notifier que ça reste quand même un enjeu. Le constructeur est là pour faire de l'argent. S'il doit dépenser
des dizaines, des centaines de millions de dollars pour adapter une gamme de 3 modèles pour l'Amérique du Nord, puis à la fin, au Canada, ils en vendent 13 000, ça ne vaut pas la peine. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, sans plus tarder, là, allons chez Renault, puis je vais vous montrer ce que, selon moi, en ayant fait quelques recherches, dans un monde hypothétique où le Canada et l'Union européenne s'entendent là, pour peut-être alléger les normes ou un programme où ça serait avantageux pour les constructeurs européens d'amener des véhicules comme ça qui seraient peut-être plus abordables, on verra. Bien, qu'est-ce qui ferait du sens pour l'Amérique du Nord, plus particulièrement le Canada et, pour nos auditeurs les plus proches, le Québec? Sur le site de Renault, là, on voit la Twingo, là, mini voiture. Ça, oubliez ça, pour le Canada, c'est beaucoup trop petit. Je pense que c'est même pas une question de sécurité, là, c'est plus une question des choix des Canadiens. Je sais qu'au Québec, on est plus friand, mais regardez maintenant les camionnettes sur la route au Québec. Les goûts des Québécois ont évolué. Et dans le fond, les plus petites voitures sont de moins en moins populaires. Et en même temps, le constructeur va beaucoup plus d'argent sur des plus gros véhicules. Je fais juste expliquer la situation. C'est sûr que moi, j'aimerais voir la Renault 5 arriver sur nos routes. Mais encore une fois, c'est un véhicule qui est quand même assez petit. Je ne crois pas. Là. Je veux vraiment être pragmatique. Qu'est-ce qui fonctionnerait dans notre marché? Puis sur le site de Renault, là, c'est dans la deuxième rangée ici que je pense qu'on a du potentiel. La Renault 4, la Renault Mégane E-Tech et la Renault Scénic. Vous seriez surpris de voir que ces petits multisegments, petites familiales, petits hatchbacks, ces véhicules-là ne sont pas très gros. Même le Renault Scénic, qui est le véhicule de la gamme Renault qui est le plus gros avant de tomber dans des fourgonnettes type Kangoo, grand Kangoo, bien ça, c'est gros comme un RAV4. Ça vous donne une idée. Là. On est dans un autre monde en Europe. Donc, si hypothétiquement, le Renault déciderait là, de revenir, parce que Renault était là dans les années 80, ils ont quitté là, à la fin là, de la dissolution d'American Motors, tout ça, là, que ça a été avalé par Chrysler. Mais moi, selon moi, véhicule électrique, Renault 4, Renault Mégane et Renault Scénic seraient des candidats vraiment intéressants. Surtout la Renault 4 avec son look rétro. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les looks rétro, mais peu importe. Mégane, que dans le fond, la nouvelle Nissan Leaf là, qui arrive prochainement, puis que je vous annonce qu'en janvier, là, nous avons une réservation. Donc, on va pouvoir l'essayer en janvier 2026. Ça a été confirmé. La nouvelle Nissan Leaf est très, 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 très inspirée de la Renault Mégane E-Tech, là, qui est un véhicule là, assez populaire en Europe. Puis la Renault Scénic, là, c'est un véhicule un peu plus gros. Tout ça est sur l'architecture là, électrique là, Nissan-Renault. Fait que, du côté de Renault, moi, c'est ce que je pense qu'on pourrait voir. C'est sûr que là, l'entente avec Nissan, le groupe, l'alliance Renault-Nissan est de moins en moins forte, même que je pense qu'elle est complètement dissolue maintenant. Fait que, est-ce qu'on pourrait vendre ça au travers des concessionnaires Nissan? Je ne le sais pas. Évidemment, en ce moment, on est vraiment dans l'hypothétique. Très, très hypothétique. Mais chez Renault, c'est ce qu'on voit. Véhicule intéressant. Puis il faut vraiment faire attention aussi. La plupart du temps, ces véhicules ont des batteries beaucoup plus petites que ce qu'on s'attend pour le marché américain. De par nous, les distances sont plus grandes, les hivers sont beaucoup plus froids. Fait que, il y a des nuances, il y a des choses. Je sais que ces véhicules ont des batteries longue autonomie, mais dans des véhicules de ces grosseurs-là, il faudrait toujours être au-delà là, de 60 kWh. Parfait, continuons. On va aller du côté de chez Citroën, qui est une marque dans le groupe Stellantis, essentiellement. Stellantis, c'est Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat. Tout ça en Amérique du Nord. Ben, en Europe, ils ont le Peugeot, Citroën et Opel. Puis moi, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le Citroën IC5 Aircross, qui est lui aussi un multisegment assez plate. Je le sais, je ne suis pas un fan de multisegment, mais il faut y aller avec l'air du temps. Ça, je pense que ça serait lui aussi un véhicule qui pourrait être, ma foi, très intéressant pour le marché nord-américain, canadien. Véhicule très funky avec un look. Puis quand on regarde de profil, ça ressemble pas mal à un RAV4 Woodland. Véhicule électrique. Puis Citroën aime, et la clientèle Citroën aime des véhicules qui sont un peu bizarroïdes. Ça fait partie de l'essence de la marque. Et ça, je pense qu'on verrait ça au Canada aussi. Quand vous lisez ici, là, on a deux batteries, 73 kWh et 97 kWh. Donc là, on est dans des régimes là, de grosses voitures familiales nord-américaines. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Très bien fait, le site de Citroën. Mais là, on voit que c'est un véhicule là, de 4,6 mètres de long. Fait que ça reste quand même là, VUS compact, VUS intermédiaire. Comme je vous dis, les véhicules européens, c'est pas des gros véhicules. On n'est pas dans un Kia Telluride, on n'est pas dans un Toyota Grand Highlander. Là. On est vraiment dans des véhicules qui sont un gabarit plus petit. Mais bon, quand même. Donc ça, c'est pour Citroën.
Puis à la fin, j'essaie de vraiment être pragmatique, je vous le rappelle, des véhicules qui se vendraient. Et ce qui est intéressant de les véhicules sous le Stellantis pourraient probablement être distribués dans les concessionnaires Chrysler, Jeep, Dodge. Évidemment, tout ce que je dis est hypothétique, mais l'entreprise mère Stellantis a déjà des endroits en Amérique du Nord où ils vendent et font le service sur des véhicules. Donc là, ça facilite un peu les choses. Allons du côté de Peugeot, où eux aussi ont une marque de véhicules électriques. Puis là, ça va être intéressant parce que les véhicules Citroën électriques et les véhicules Peugeot électriques, c'est sous la carrosserie la même chose. Ils sont sur la même plateforme, utilisent les mêmes batteries, utilisent les mêmes composants. Évidemment, je ne vais pas m'aventurer dans les gros détails, mais c'est majoritairement la même chose. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nous au Québec? Ben là, ce qui est drôle, c'est que le E5008, puis ce véhicule-là, c'est un peu la même chose du Citroën C5 Aircross que je vous présentais. C'est sur la plateforme STLA Medium que le nouveau Jeep Compass et puis plein d'autres véhicules Stellantis sont, mais ce véhicule-là offre des batteries. Fait que là, c'est-tu un peu du badge engineering, comme on pourrait dire en anglais? T'sais, on offre deux véhicules différents, mais en réalité, c'est le même. Écoutez, fait que là, il y a peut-être des choix à faire. Quelle marque entre Peugeot et Citroën serait plus attrayante pour un consommateur canadien? Je ne le sais pas. Mais encore une fois, ça déçoit peut-être plusieurs qui nous écoutent actuellement. Alexandre, pourquoi tu ne parles pas de la E208, le E2008? C'est que c'est des véhicules qui sont extrêmement compacts. Moi aussi, j'en voudrais un. Là. Puis moi aussi, je serais très content d'avoir une voiture compacte, mais je suis convaincu qu'il ne serait pas populaire. Et l'homologation, tout le travail de fond d'emmener ces véhicules-là et de les vendre au Canada, ben, il faut vraiment là, que tu vises dans le mille, dans le cœur du marché canadien. Puis au Canada, les deux véhicules les plus vendus, c'est le F-150 et le Toyota RAV4. Puis après ça, c'est un mix de CR-V, de camionnettes GM, de camionnettes Stellantis, Nissan Rogue. C'est des VUS et des camionnettes. Donc, si on veut emmener des véhicules européens, il faut emmener à peu près la même chose. Donc, c'est important de penser à ça. Puis évidemment, j'irai avec la demande là, des gens à la maison. Là, si vous voulez qu'on aille vraiment en détail, là, parlez-moi, là, Alexandre, du E5008 en détail. On ira. Là, on fait un survol, on réfléchit ensemble. Mais bon. Donc, côté Peugeot, Citroën, c'est des véhicules qui sont similaires d'un point de vue de leur architecture, mais ont des designs et des fonctions différentes. Mais je vous rappelle, et je pense que le meilleur, si j'avais à gager, le E5008 et peut-être le 3008, qui est un genre de coupé qui ressemble un peu à un Polestar 2. Peut-être. On verra. OK, on continue maintenant. On s'en va chez Volkswagen. Volkswagen qui a une gamme électrique un peu plus étendue en Europe. Là, ici, sur leur site web, on voit la nouvelle ID Polo. Très intéressant, un véhicule qui n'est pas encore disponible, mais en novembre, là, je pense que l'année prochaine devrait être disponible, qui va être la Volkswagen Polo, mais électrique. On s'entend ça, c'est pas pour l'Amérique du Nord. Compact, là, je vais faire une exception. Je crois que la Volkswagen ID3 aurait une place, surtout au Québec et en Colombie-Britannique. Évidemment, c'est des composants là, qui sont partagés avec le Volkswagen ID4. Le Volkswagen ID4 s'est amélioré avec le temps. La ID3 a été rafraîchie, je crois, 2 fois dans sa carrière. Ça vaudrait peut-être la peine de l'avoir. C'est réellement un hatchback, c'est propulsion, le comportement routier peut être quand même assez sain là, lorsqu'on compare, mais on est dans le gabarit Kona EV, Chevrolet Bolt EV, ces choses-là. Ce n'est pas des gros véhicules, mais la ID3 aurait probablement sa place. C'est un véhicule qui est fait à un certain volume. Et le plus drôle, c'est que ces véhicules-là sont manufacturés en Chine aussi pour le marché chinois. Donc, si le marché chinois serait ouvert, peut-être qu'on pourrait juste les avoir via la Chine, mais je pense que c'est des véhicules qui sont un peu différents. Puis côté VUS, moi, je ne vois pas le ID5, qui est la version coupée du ID4 arriver, c'est comme redondant à la fin. Puis le ID4 va changer de nom de toute façon. Si j'avais à gager, il va s'appeler le ID Tiguan pour son rafraîchissement qui devrait arriver l'année prochaine. Donc, côté Vaux, pas mal juste la ID3. La ID7, nous étions supposés l'avoir. Je ne pense pas que nous allons l'avoir. Regardez, c'est un véhicule qui commence à 58 000 €, toutes taxes comprises. Là, on est dans le 70 000 80 000 Volkswagen n'a pas la clientèle pour ça en Amérique du Nord, au Canada. Fait que celle-là, je l'oublie. Là, je me concentre vraiment juste sur le ID3. Et ensuite, le dernier fun fact, le groupe Volkswagen, c'est très gros et ont plusieurs marques. Et là, on va aller du côté de Cupra, qui est une sous-marque de Seat, qui est une marque historiquement espagnole, qui a été ramassée par le groupe Volkswagen. Puis à la fin, là, un peu comme Skoda, ils prennent les plateformes Volkswagen et créent d'autres véhicules et les assemblent, là, que ce soit pour Skoda en République tchèque et pour
les Seat et Cupra en Espagne. Puis là, il y a peut-être une petite variation. Et ce que j'avais envie de vous présenter, c'est le Tavascan, qui est un véhicule électrique sur la plateforme MEB, avec un look extrêmement polarisant, mais ça pourrait peut-être marcher au Canada, écoutez. Puis ce que j'apprécie ici, c'est qu'on utilise des composants qui sont déjà existants dans la gamme Volkswagen. Donc, l'homologation est peut-être plus simple, mais là, encore une fois, c'est juste moi qui s'avance. J'ai aucune information de ce côté-là. Mais le but est d'offrir quelque chose d'un peu différent. Et nous avons entendu des rumeurs dans le passé que Cupra regardait pour s'établir en Amérique du Nord, un peu comme Scout Motors, qui est une sous-marque encore du groupe Volkswagen, sous un modèle où il n'y a pas de concessionnaire. Là, c'est un peu comme Tesla ou Polestar. Les véhicules sont directement vendus via le constructeur directement. Mais écoutez, là, ça c'est comme un Volkswagen ID5, mais avec un look un peu plus funky. Regardez-moi l'intérieur, moi je trouve ça horrible, mais il y a peut-être des gens qui aimeraient ça, voir ça. Puis là, ça me fait rire, hein, c'est très européen. Le pack hiver pour la saison froide, évidemment, au Canada. Thermopompe puis du chauffage performant, c'est de base. Donc ça, c'est un survol très, très rapide. J'aurais pu aussi aller du côté de chez Opel, mais c'est sous Stellantis. Donc à la fin, la Citroën, le Peugeot puis le Opel, c'est tout du réchauffé. Là. C'est sur la plateforme STLA Medium, puis on utilise les mêmes composants. Là, à la fin, les groupes automobiles, c'est pas mal rendu ça. On recycle les composants que nous avons développés à grands coups de milliards et après ça, on les enrobe d'une autre carrosserie et d'un autre intérieur. Après ça, d'un point de vue de chaîne d'approvisionnement, les véhicules allemands proviennent en majeure partie déjà de l'Europe. Hein. Je veux dire, évidemment, le Tiguan et la Jetta sont assemblés au Mexique du côté de Volkswagen. L'Atlas est assemblé aux États-Unis. Mais si vous achetez un véhicule Audi, si vous achetez un véhicule Mercedes-Benz, il va venir soit de la Finlande, de l'Allemagne, autres pays. Ou si vous allez acheter une Porsche, ça va toujours venir de l'Allemagne. Il y a déjà un chemin pour l'importation de véhicules du continent européen vers le Canada même. Hein. L'ancienne génération de la Civic, la version hatchback, venait du Royaume-Uni. Hein. Elle a été faite à Swindon. Donc, on avait directement une version européenne de ce véhicule-là. Là, maintenant, la hatchback est faite aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on n'en voit presque pas sur les routes. Là, c'est majoritairement la Civic berline assemblée au Canada qui est vendue ici. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'en réalité, à Halifax, on peut recevoir des véhicules. Les véhicules arrivent de l'Europe. Puis après ça, sont mis sur le train puis sont distribués à travers le pays. Puis à la fin, les véhicules asiatiques arrivent majoritairement à Vancouver. Et le même principe est fait. Donc, c'est pas un problème de chaîne d'approvisionnement. C'est beaucoup plus un enjeu d'homologation et est-ce que c'est financièrement viable d'aller faire ça pour le constructeur? Parce que je pense que est-ce qu'on pourrait se rendre à un point où le gouvernement canadien fait une entente avec l'Union européenne et dit « Écoutez, nous allons accepter pour X nombre d'années que vos véhicules soient directement importés. » Parce qu'il n'y a probablement pas de grands enjeux de sécurité qui sont extrêmement graves lorsqu'on regarde que des gens roulent avec l'hiver, pas de pneus d'hiver, ils roulent avec des feux qui sont brisés ou ils roulent avec des composants de suspension, puis le véhicule. Est-ce que réellement qu'un réflecteur soit rouge au lieu d'orange ou qu'il ne soit pas présent, ça cause... Écoutez, c'est pas moi qui va avoir la réponse, mais comment est-ce que le gouvernement pourrait simplifier ce processus-là pour les constructeurs et trouver un terrain d'entente où on pourrait augmenter la disponibilité des véhicules au Canada? Puis là, on s'est concentré sur les véhicules électriques parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais tout ce que j'ai dit peuvent s'appliquer à, par exemple, regardez, je viens d'avoir une autre petite idée que je vais vous présenter juste à l'instant. Je vais retourner chez Volkswagen puis je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu plus tôt aujourd'hui. Le Volkswagen Tayron. Puis là, vous allez me dire, c'est quoi ça, Alexandre? C'est le e-hybrid. C'est un véhicule hybride rechargeable. Bien, le Volkswagen Tayron, essentiellement, c'est le Tiguan qui est en vente ici actuellement. Parce qu'en réalité, ça, c'est le nouveau nom du Tiguan Allspace, qui était la version longue empattement du Tiguan. Mais en Amérique du Nord, on a juste la version longue empattement parce qu'on est l'Amérique du Nord. Fait qu'essentiellement, le Tiguan hybride, c'est pas le Tiguan hybride. Nous, pour l'Amérique du Nord, c'est le Tayron e-hybrid. Je sais que je vous ai perdu. Mais à la fin, ce véhicule-là, sa carrosserie, son empattement, ses dimensions, son intérieur, c'est le Tiguan nord-américain, mais la motorisation du côté européen là, est disponible en hybride branchable. On verra bien si ça se concrétise. Puis évidemment, ils vendent encore le Touareg, mais je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la fin là, de la route là, pour le Touareg. Là. Je pense qu'ils ont décidé qu'ils allaient le canceller. De
De toute façon, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode de Plus de Millage qui répondait à une demande d'aller voir du côté européen les véhicules qui pourraient être offerts ici. Je vous rappelle que tout ça n'est que pure spéculation, tout ça n'est purement hypothétique. Mais oui, il y a un chemin possible d'ouvrir les marchés. Nous verrons bien ce que les gouvernements vont faire. Mais la clé, c'est est-ce que c'est viable pour le constructeur? Parce qu'à la fin, si personne ne fait d'argent, il n'y a personne qui va vouloir faire l'effort de le faire. Dans tous les cas, j'ai aimé faire cette vidéo. Je pense que je vais en faire d'autres sur d'autres sujets. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez qu'on explore. Et aussi un petit like et pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. On se laisse là-dessus.